C'est l'histoire d'un groupe d'étudiants en médecine qui le soir se retrouvent pour des expériences un peu spéciales. Alors non, ils ne s'envoient pas en l'air, ils s'envoient dans l'au-delà. Et ça se transforme vite en cauchemar parce qu'au réveil, le karma les poursuit et leur cauchemar revient dans la réalité. Donc c'est un concept qui est super passionnant, Charles. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé après votre mort? C'est un peu ça la publicité. Ouais. Oui. Alors c'est réalisé par un New-Yorkais de pure souche, Monsieur Joel Schumacher, né en 1939, décédé il n'y a pas longtemps, en 2020. Alors cinéaste vraiment tête de turc de nos chères critiques françaises, particulièrement Télérama, qui le massacre tout le temps. Quelquefois, il n'a pas tout à fait tort, mais enfin, on verra. Ouais. On verra. Cinéaste, alors certains diraient à tout faire, je dirais qui peut tout faire, puisqu'il aborde tous les sujets. Pas toujours avec habileté. C'est vrai qu'il est inégal. Les Batman qu'il a réalisés sont bien loin de ceux de Tim Burton et ne pourront pas rivaliser évidemment avec Christopher Nolan. Mais il a quand même quelques titres intéressants à caractère social, on va dire. Le droit de tuer, avec Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, procès de racisme. Phone Game, si tu te rappelles de ce film très original, qui ne fait même pas 1h25, donc très court, où Colin Farrell est dans une cabine téléphonique, on l'appelle, et s'il lâche le téléphone, on le tue. Sympathique, hein. 8 mm, c'est lui. Un film où Nicolas Cage est en quête sur un snuff movie. Donc là, on entre dans un univers particulièrement glauque. Le Client, beaucoup plus classique, une histoire d'après John Grisham. Donc un gamin témoin d'un meurtre va prendre une avocate parce qu'il est poursuivi par la mafia qui avait ordonné ce meurtre. Donc vraiment des sujets forts. Son film peut-être le plus, je ne sais pas si on peut dire le plus connu, mais peut-être le plus apprécié reste Chute libre, Falling Down, que nous avons traité, où Michael Douglas, producteur de ce film, pète les plombs. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Ouais, alors voilà ce qu'on retrouve toujours chez ce monsieur Schumacher, c'est des concepts absolument passionnants. Voilà, bon, t'en as cité quelques-uns et à chaque fois on se dit purée, mais avec une histoire pareille, on a hâte de voir le film. Et de bons acteurs. Il y a aussi le nombre 23 que je voudrais citer, où Jim Carrey, loin de ses grimaces, interprète un personnage intéressant, puisque c'est un film qui évoquait le fameux problème, si je puis dire, de 2012. Oui, bon, on va revenir sur le casting. En tout cas, on a toujours une base, une histoire très très solide, voilà, très très aguichante. On a toujours un casting à la hauteur. Alors, est-ce que le reste suit pour nous produire des chefs-d'œuvre? On va voir que non. Là, en l'occurrence, l'expérience interdite, ça parle donc des NDE, donc ces expériences de mort imminente. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à un autre film qu'on a traité, qui s'appelle Au-delà du réel. Oui, de Ken Russell. De Ken Russell. Et on va voir que, en comparant ces deux films, eh bien, on est exactement aux antipodes. Autant les scènes de descente dans l'inconscient de Au-delà du réel étaient hyper réalistes pour le coup. Et là, franchement, on était très 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 impressionnés. Oui. Autant là, cette université de médecine, on n'y croit pas du tout. Et dès le début du film, on voit une image, on voit des couleurs, on voit une mise en scène qui est totalement stylisée. On a vraiment l'impression d'être dans un clip. Et du coup, on ne peut absolument pas croire à cette base. Donc, on vit soi-même une expérience assez étrange, où d'un autre côté, on a notre cerveau rationnel qui nous dit non, c'est du n'importe quoi. C'est quoi cette lumière? C'est quoi ces décors? C'est quoi cette mise en scène où on a sans arrêt des gros plans et des contre-plongées qui ne correspondent à rien au langage cinématographique? Et pourtant, on est pris. Les cauchemars sont très très réussis, sont très très impressionnants. Et le karma, quand ils reviennent dans la réalité, waouh, ça marque. Moi, je sais que ce film, Charles, je l'avais vu à l'époque, et j'ai toujours voulu le refaire parce que ces cauchemars-là m'avaient moi-même hanté. Donc c'est très très paradoxal comme film. Absolument, absolument. Donc la distribution, alors Schumacher, c'est toujours un réalisateur qui a su s'entourer de stars ou de grandes vedettes. Et c'est le cas ici, comme ça a été le cas dans d'autres films. J'ai cité Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger, bon, etc., Colin Farrell. Ici, nous avons comme vedette féminine, Julia Roberts. Alors c'est Julia Roberts à ses débuts. C'est pas encore Pretty Woman, mais c'est pas loin. Julia Roberts, qui, contrairement à ce que certains disent, n'a pas été prisonnière de Pretty Woman. Elle a souvent cliqué, si je puis dire, vers des rôles beaucoup plus moins romanesques, moins romantiques.
Erin Brockovich, par exemple, hein, bon, pour ne citer que celui-là. Donc Julia Roberts, qui est très bien, là, est très bien. Son compagnon de l'époque est également son partenaire, c'est un excellent comédien, le fils de Donald Sutherland, Kiefer, qui lui connaîtra aussi la gloire, mais à la télé, avec la fameuse série 24 heures chrono. Autour de Kevin Bacon, très bon acteur aussi, physique un peu particulier. Moi, je l'aime bien, cet acteur. Hein. On l'a vu dans pas mal de films, dans Mystic River notamment. Et William Baldwin, qui fait partie de la tribu Baldwin. Alors, c'est pas Alec, c'est qui a des problèmes, qui a eu des problèmes. Donc, distribution tout à fait intéressante. Benjamin Bratt également, qui est moins connu. Les acteurs sont bons et on les sent concernés. Ouais. C'est ça qui est très paradoxal dans ce film, hein. C'est que c'est vrai que les acteurs, pour le coup, ils sont impressionnants. Voilà, l'interprétation, il y a rien à dire. C'est juste la façon dont on les filme, qui est la façon dont on les éclaire, qui est très bizarre. Alors bon, on dirait un vidéoclip de. On a l'impression de voir surgir Michael Jackson ou le groupe A.A. On se dit, tiens, attention, ils vont surgir du coin de la rue. Alors, on est par exemple dans la rue, il y a de la brume, on se demande pourquoi, il y a des projecteurs bleus ou rouges extrêmement saturés. Donc bon. Cet aspect vidéoclip au cinéma, ça fonctionne pas. Hein. Enfin, le Dracula de Coppola en est un autre. Ouais, exactement, ça fonctionne pas. Et d'un autre côté, quand je me laissais partir dans le film, j'étais très 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 impressionné par les scènes. Donc au final, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans la filmographie de Schumacher, mis à part Chute libre, hein, où Chute libre, on n'est pas du tout. Alors je pense que c'est Michael Douglas qui n'a pas accepté. Il a dit non, tu vas pas nous refaire un clip pour mon film. Là, moi c'est moi qui choisis. Je veux quelque chose de réaliste. Oui, parce qu'il a aussi produit Chute libre. Bah oui, et pour le coup, Chute libre, il est réaliste. Et il est meilleur que ses autres films. Absolument, oui. Tu as été fasciné par la musique ? Alors la musique, écoute, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Oui, alors c'est normal, dans la mesure où c'est le compositeur attitré, on va dire, de Schumacher, James Newton Howard. Nous avons traité Blood Diamond, avec Leonardo DiCaprio, dont il a fait la musique. C'est le compositeur de M. Night Shyamalan, hein, depuis Sixième Sens, pratiquement tous ses films, Signe, etc. Et c'est volontaire, on lui dit, je voudrais que tu me fasses une musique qu'on écoute, mais qu'on n'entend pas. Bon, tout un programme. Non, mais les grandes envolées dans l'au-delà, c'est très réussi. Hein. Il y a des plans comme ça, je sais pas, par hélicoptère, ou je sais pas quoi, qui sont assez impressionnants. Avec la musique, ça fonctionne très bien. Oui, Howard étant aussi, pour de très bonnes partitions, la partition du King Kong, de Peter Jackson, où c'est pas Howard Shore. Le film était interdit au moins de 12 ans, ou 13, 12 ou 13, je sais pas, vu l'époque. Ça se justifie ? Oui, ça se justifie, parce que là, ces séquences d'électrochoc, franchement, c'est fort, quoi. Et puis, comme dit, ça touche vraiment, je veux dire, le suicide du père avec une histoire de drogue, d'héroïne, de machin. Enfin, ça touche à des concepts qui sont vraiment, pour le coup, des concepts pour adultes. Et encore une fois, j'en reviens à cette comparaison avec Au-delà du réel, c'est pareil, hein, ce sont des histoires d'adultes. Alors dans Au-delà du réel, il y a d'autres défauts, mais l'idéal aurait été de nous faire un mixte, puisque dans Au-delà du réel, on a un réalisme superbe des séquences de voyage dans l'au-delà. Par contre, le reste est à revoir. Et dans ce film-là, c'est exactement l'inverse. Voilà. Schumacher, les sujets sortent de l'ordinaire. Les acteurs sont bons. La manière de filmer, bon, effectivement, ce côté clip étant personnellement pour moi, je pense pour toi aussi, très gênant dans ce type de film. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Moins dans le fantastique, mais le Dracula de Coppola, c'est pareil. Ouais. En tout cas, je pense que c'est un film, on n'en parle plus beaucoup. Actuellement, c'est un film à découvrir. Hein. Il vieillit mal à cause de cet aspect, à cause de cette lumière, quoi. Voilà. En plus, le risque avec ce côté clip, c'est que ça peut vieillir, vieillit très vite. Le titre original, c'est Flatliners, entre parenthèses, qui n'a rien à voir avec l'expérience interdite. Ce sont les fameux signes. L'encéphalogramme, il me semble. Oui, c'est ça, à l'hôpital, quand vous avez... effectivement, qu'on voit d'ailleurs dans le film. On voit d'ailleurs dans le film. L'expérience interdite. Tentez l'expérience, vous reviendrez vivant, je pense. À bientôt.